Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de LifeMD. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille, que j'avais commencé à acheter en début d'année, on en avait parlé sur la chaîne et il s'avère qu'elle s'est fortement appréciée en bourse. J'ai reçu plusieurs messages à ce sujet, sachant que certains parmi vous se sont positionnés aussi suite à vos analyses. Et la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que je continue à acheter? Est-ce que je pourrais venir à vendre suite à cette hausse? Vous avez ici mes positions en portefeuille au niveau de mon pointeur rouge. Qu'est-ce que je fais globalement? Et vu qu'on a eu les résultats annuels, j'ai aussi remis à jour mon analyse chiffrée. Donc on va regarder ça ensemble et essayer de répondre à toutes ces questions et vous donner un petit peu mon avis autour de l'entreprise en ce moment. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais vous prenez vos propres décisions. À savoir que le titre est à 12,85 $ au moment où je vous fais cette vidéo. J'ai 535 actions en portefeuille avec un prix de revient unitaire à un tout petit peu plus de 5 $ et je contrôle 600 actions de plus via des options d'achat à date d'exercice au 15 août et au 21 novembre et on est très fortement à la hausse sur ces options. On ira voir un petit peu pourquoi, comprendre ce qui s'est passé et est-ce que je vais revendre les contrats ou les exercer pour avoir plus d'actions en portefeuille. Mais donc au total, je contrôle 1135 actions avec les options intégrées. Petit rappel ultra rapide sur ce que fait l'entreprise avant de passer aux chiffres, à savoir que j'ai fait déjà 3 vidéos sur la chaîne sur ce titre, donc on va pas rentrer en détail dans le business model, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, on se fait plus une mise à jour. Cependant, c'est une entreprise de consultation médicale et en plus pharmacie en ligne qui arrive. Ils sont en dehors du système d'assurance, un petit peu comme IMSS. D'ailleurs, c'est un genre de IMSS 2.0. Ils sont rapides, efficaces, discrets du coup, vu que c'est en ligne et sans assurance. Traitement aussi souvent mal couvert, ils font ça, mais ils font aussi de la consultation médicale, donc vraiment avoir besoin d'un médecin pour des cas plus avancés, ce qui les différencie aussi de IMSS. On est donc sur de la téléconsultation et prescription, ça permet d'éviter de se déplacer, d'éviter la pharmacie. Les médicaments en livraison, c'est aussi quelque chose de possible et qui est en train d'être adopté à mon avis et qui continuera à être adopté par les nouvelles générations qui sont les clients de demain. On a des très bonnes marges brutes, une très forte croissance du chiffre d'affaires, une bonne partie de revenus récurrents, un flux de trésorerie disponible qui est positif. Cependant, attention, on ira voir ce qui se passe au niveau des compensations en actions destinées aux employés et à la direction. L'entreprise n'est toujours pas profitable par rapport à IMSS, elle est beaucoup moins dérisquée, on va en reparler, et c'est une toute petite capitalisation, et donc prudence, 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 et d'ailleurs même moi vous verrez, c'est une petite position pour moi. Après, si elle grandit et devient une plus grosse position, tant mieux, j'aurais du retour sur investissement, mais j'ai pas prévu d'en faire une grosse position en termes d'argent investi parce que j'ai conscience qu'elle est plus risquée qu'une grosse entreprise qui serait par exemple profitable. À noter aussi que l'entreprise est extrêmement volatile à cause de tout ce qui se passe autour des GLP-1, les médicaments pour la perte de poids. Si vous allez plus profond dans les analyses complètes, vous entendrez aussi parler de WorkSimpli qui est un business qu'ils ont depuis longtemps et qu'ils cherchent à vendre. Donc voilà, c'est aussi une partie du chiffre d'affaires qui d'ailleurs ralentit la croissance. Bref, on va pas rentrer en détail dans le business model et j'ai des vidéos sur la chaîne pour ça, comme je vous le disais. Dans cette vidéo, on va le faire à l'envers. On va d'abord se faire un petit peu la conclusion et ensuite on ira voir les chiffres. Il faut savoir aussi varier les plaisirs pour regarder les vidéos intéressantes, même pour moi le premier qui les fait. Donc, comme je vous le disais, au niveau des options, je suis à plus 600% sur l'argent investi pour acheter ces contrats, à savoir que je pense les exercer et vous allez comprendre pourquoi je vais vous en parler. Sauf que juste avant, je voulais quand même vous montrer l'évolution des contrats. Parce qu'en fait, j'ai pris des contrats à l'époque parce que je voulais faire grossir ma position sur plutôt un an, sachant que vous voyez, j'ai des dates d'exercice qui vont jusqu'à novembre. Et donc, si je vais voir un petit peu les contrats, ce qui s'est passé, on va se mettre par exemple en août, j'ai des strikes de souvenirs, oui, je les ai même pas en tête parce qu'au final, une fois que je les ai achetés, je suis pas obsédé de mes actions au quotidien, je regarde pas tous les jours le portefeuille, je suis beaucoup plus dans l'analyse et la stratégie long terme. Mais donc bref, je me perds encore dans mes pensées. On a des strikes à 6 $, on retourne donc mettre des strikes à 6 $ et je les ai payés combien ces options? 0,918 par contrat. Donc on va se mettre à 0,918 par contrat. Ils valent 7 actuellement à acheter. Alors moi, il faudrait que je les vende. Donc vous avez un spread, ce serait un peu plus bas. 0,918 de souvenir, c'est ce que j'ai dit. Attendez, je retourne voir 0,918. Calculer. Et vous voyez, vous retrouvez, vu qu'en ce moment on est entre 12 et 13 $, les retours sur investissement là, de plus de 600%. Encore une fois, ça c'est si je vendais mes contrats, mais ça va nous amener à notre conclusion du coup. Je ne compte pas du tout vendre mes contrats, je compte exercer mes contrats parce que je veux plus d'actions en portefeuille. Donc je vais acheter 600 actions de plus entre cet été et novembre.
Donc maintenant un petit peu sur ce qui s'est passé, notamment au niveau de la mise à jour de mes chiffres, et ensuite on ira voir des graphiques. Clairement, l'entreprise, ils sont en train de faire mieux que mes prévisions, et entre guillemets, j'écris ici hashtag IMS 2.0 parce que IMS, elle faisait pareil, elle arrêtait pas de faire mieux que ce que j'avais prévu. En même temps, je fais souvent des chiffres conservateurs parce que j'aime bien faire des bonnes affaires. Le risque-récompense, pour moi, il est très élevé sur cette entreprise, mais par contre, elle est beaucoup moins dérisquée qu'une entreprise qui serait plus grosse. C'est une petite capitalisation, il y a des risques asymétriques et chacun fera son propre analyse. Évidemment, je ne donne pas de conseils, c'est ce que je vous répète à chaque fois. La grande question aussi que je vais inviter à se poser, c'est est-ce que l'entreprise peut continuer sa croissance et devenir profitable? Il faut donc mener ses recherches, écouter les appels destinés aux investisseurs, les interviews, faire l'analyse qualitative et quantitative, etc. Et évidemment, déterminer un prix à payer aujourd'hui pour éliminer les émotions et avoir une stratégie rationnelle. Maintenant, l'IFMD, c'est une petite ligne pour moi en termes d'argent investi. Vous voyez que j'ai acheté 535 actions dans le dur à un prix de 5 dollars et des poussières, donc ça fait aller un peu plus de 2500 dollars investis. Et tous mes contrats m'ont coûté 600. Donc en fait, j'ai mis 3000 dollars sur la ligne. Aujourd'hui, elle vaut plus de 10 000 dollars et elle vaudra encore plus quand je vais exercer mes contrats dans quelques mois. Et je ne pense pas me contrôler beaucoup plus sur le long terme que 1135 actions, tout simplement parce que, comme je vous le disais, petite capitalisation boursière, donc beaucoup de volatilité, certes un gros potentiel, mais aussi plus de risques, et donc je reste raisonnable dans mon portefeuille. Et pour les questions que j'ai reçues sur est-ce que je vends ou pas, ce que je dirais là-dessus, c'est que chacun réfléchira. Bravo d'ailleurs à tous ceux qui se sont positionnés après vos analyses. Bravo pour vos analyses. Il n'y a pas de petite plus-value, j'en ai conscience et je comprends que l'envie de vendre soit là avec des plus-values qu'on peut avoir vraiment sur le court terme. Vous voyez l'explosion du titre en bourse. Et d'ailleurs, ça peut tout à fait corriger. Je ne serais pas du tout étonné de revoir l'IFMD à 7 ou 8 dollars un jour. Ça peut bouger très très vite, ça peut aller dans les deux sens. Ça ne fait pas que monter. C'est normal que ça corrige aussi. Par contre, je voulais profiter de ces gains qui sont clairement élevés sur le court terme, même si je vous le disais, ça peut baisser sur le long terme, pour parler des risques asymétriques. Le plus qu'une action peut baisser, si on a une action dans le dur en portefeuille, je ne parle pas ici de levier, je ne parle pas d'options, etc., mais vraiment si on a une action, eh bien tout ce qu'elle peut faire, c'est aller à zéro. Donc la perte maximale, c'est moins 100%. Par contre, à la hausse, on peut aller bien au-delà de 100%, c'est déjà le cas, là je suis à plus 152% sur la ligne, et sur les options, j'en parle même plus. Et au final, je voulais revenir là-dessus. C'est pour ça que les perdants, et c'est OK de faire des erreurs, et c'est OK de pivoter. Rappelez-vous, fin 2022, j'avais pivoté sur pas mal d'entreprises qui étaient en flux de trésorerie disponible négatif parce qu'ils remontaient les taux, et ces entreprises n'allaient plus pouvoir se financer avec de la dette. C'était ma vision des choses, j'avais fait des vidéos là-dessus à l'époque, donc c'est OK de pivoter. Par contre, les perdants, ils pèsent de moins en moins. Et justement, c'est marrant d'en parler ce matin dans la vidéo que j'ai fait notamment sur la mise à jour des chiffres sur LVMH. D'ailleurs, pour les personnes dans le programme, la vidéo est disponible dans l'espace membre. Et on regardait le portefeuille. Et en fait, il n'y a qu'une ligne où je suis en moins-value suite à la hausse qu'on vient de faire sur les indices. C'est Enphase. Et l'IFMD a déjà effacé cette perte latente. L'histoire n'est pas finie. Je continue d'ailleurs toujours à parler de mes actions, comme vous le savez, sur le long terme, même si elles sont en négatif. J'ai continué encore à parler d'Enphase il n'y a pas longtemps. De la même façon, quand j'achète et qu'il y a des gains, j'en parle aussi. Mais bref, on va arriver à la conclusion avant de passer aux chiffres. Au final, conserver ces actions gagnantes, c'est pour moi extrêmement important. Donc, je ne vends surtout pas, surtout que pour moi, il reste du potentiel. Et on va maintenant passer aux chiffres. J'avais un prix d'achat maximum que j'étais prêt à payer jusqu'à 7 dollars. J'ai remis mes chiffres à jour. Aujourd'hui, on serait plutôt autour des 8 dollars. Et l'entreprise, d'ailleurs, si vous regardez ici, eh bien, en termes de chiffre d'affaires, on vient de finir l'année 2024 et elle a fait mieux que prévu, vous voyez. J'avais un chiffre d'affaires qui serait autour des 198,3, on est à 212,4, donc ils ont déjà fait mieux que ce que j'avais prévu. Et en termes de flux de trésor, ils ont fait un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, c'est les marges qui ont été juste un petit peu plus faibles. Et c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop sur le court terme. L'entreprise ne brûle plus de cash actuellement. Cependant, attention, on ira parler plus tard des stock-based compensation. On va maintenant aller voir pas mal de graphiques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît quand je vous fais un petit peu de texte et un petit peu de conclusion avant d'aller voir les chiffres, ou est-ce que vous préférez l'autre format de vidéo où je vous mets d'abord les chiffres. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, ou alors est-ce que peu importe, dans tous les cas, vous regardez les vidéos en entier. Et d'ailleurs, merci si vous regardez les vidéos en entier si vous êtes encore là. Chiffre d'affaires, voici la croissance depuis 2018, c'est absolument phénoménal, il n'y a rien à dire, hein. Et même si on se met depuis l'année 2022 sur 3 ans, regardez, ils ont fait plus que doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. On est sur des croissances annuelles composées énormes. Évidemment, entreprise jeune, c'est logique. Petite entreprise, c'est facile de doubler votre chiffre d'affaires quand votre chiffre d'affaires il est que de 100 millions. C'est plus facile de passer de 100 millions à 200 millions que de passer de 100 milliards de chiffre d'affaires à 200 milliards de chiffre d'affaires. Et donc les petites capitalisations boursières ont beaucoup plus de volatilité intrinsèquement, c'est des business plus jeunes.
Je voulais vous montrer les marges. Le business a des très grosses marges brutes, donc on est tout en haut du compte du résultat si on vient à le regarder, ce qui veut dire qu'on a un vrai potentiel à gagner de l'argent un jour. Les business avec des marges brutes de 5-10%, c'est des choses qui me rassurent beaucoup moins de capacité à fixer les prix. Au niveau des marges nettes, cependant, eh bien, on n'est toujours pas profitable, donc là, c'est une entreprise qui passe complètement sous les radars pour tous ceux qui regardent un PER, puisque il n'y a pas de PER. Et au niveau du price to free cash flow, donc le prix par rapport au flux de trésor, la capacité d'autofinancement, on est tout juste passé en positif. Par contre, on va aller voir les stock-based compensation de suite parce que je tenais à vous le dire, le flux de trésor, si on ne réintègre pas les compensations d'actions destinées aux investisseurs, et d'ailleurs l'entreprise dilue, vous avez ici la dilution, donc l'entreprise dilue, c'est à noter aussi. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui me dérange du moment qu'on a de la croissance, qu'on fait ça pour retenir la direction et des employés de qualité. C'est pas du tout quelque chose qui me choque sur des petites entreprises. Évidemment, ça me choque beaucoup plus quand c'est des grosses entreprises qui n'ont pas de croissance, pas d'innovation, qui ne sont pas en train de prendre des parts de marché. Là, ça m'embête plus que la direction se paye grassement. Mais dans le cas d'une entreprise comme LifeAD, c'est pas quelque chose qui me choque, surtout que on regarde la position quand même, le bilan. Alors, c'est pas parfait, on a un peu de dette long terme, cependant, on a largement assez de cash pour payer cette dette long terme. Et si on ignorait ces compensations en actions destinées aux investisseurs, on est même en flux de trésorerie disponible positif, qui est d'ailleurs la façon officielle de le calculer. J'aime regarder les deux parce que j'aime être raisonnable et je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait qu'on réintègre les SBC, les Stock-Based Compensation, dans le flux de trésor, mais au final, c'est l'indicateur que tout le monde utilise, le price to free cash flow. Mais je vous montre les deux parce que j'ai toujours trouvé ça raisonnable que de le faire. Maintenant, les valorisations. Parce que, comme vous le savez, je fais des projections, vous savez combien payer le business, parce que les valorisations, les ratios de prix, le fameux PER, tout ce que ça fait, c'est regarder le passé, mais ça ne regarde pas l'avenir. Et là, c'est typique en fait qu'on regarde que le passé. Regardez depuis 2021 les ratios de prix. Le PER, il n'y en a pas. Alors que l'entreprise, elle a 80% de marge brute, et si elle ne gagne pas d'argent, c'est tout simplement parce qu'elle dépense énormément pour faire continuer à croître le business. Et ça, vous pouvez aller le faire. On va peut-être pas le faire, ça va être trop long, puis j'ai déjà fait des analyses complètes, mais allez regarder le compte de résultats et vous allez comprendre où passe l'argent. Vous avez ici SG&A, et évidemment, dans SG&A, il y a le marketing, et regardez les montants dépensés. Et d'ailleurs, je vous avais parlé notamment de revenus récurrents sur IMSS et LifeMD, qui est un point très important dans ma thèse d'investissement complète. On revient à nos ratios de prix. Si on prend le price to free cash flow, vous voyez qu'on était à plus de 1300 en 2023, fin 2023. Aujourd'hui, on est à combien? On est à 76, le trimestre d'avant à 35, le trimestre d'avant à 21. L'entreprise, de toute façon, les flux de trésorerie opérationnels sont stables, mais les CAPEX, pas tant que ça. C'est pour ça que ces ratios sont pas très lisibles et que je préfère faire des projections, parce que sinon, jamais je l'aurais acheté ce business. Jamais je l'aurais payé 5 $ pièce. Je sais plus c'est combien mon prix de revient unitaire. Je suis pas trop ça au quotidien. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de trop de regarder les prix de revient unitaire. Ça flatte l'ego, mais au final, je veux une grosse position plus qu'un super prix. Ouais, c'est ça, 5.078, excusez-moi, j'ai encore fait une tangente. Mais si je reviens, comme je vous le disais, vous voyez le flux de trésor, donc le cash issu des opérations, il a rebaissé un petit peu, mais il est quand même assez stable. Par contre, regardez les capex qu'on a, ils sont très élevés. Donc, allez traquer avec un free cash flow, pas trop d'intérêt pour moi. Par contre, on peut remonter en haut du compte de résultats et aller voir le price to sales, le prix par rapport au chiffre d'affaires. Et là, quand on a acheté l'entreprise en début d'année, on était sur un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1. Pour une entreprise qui a une croissance au chiffre d'affaires en composé depuis 3 ans de 30% par an, qui vient encore de faire mieux que ce que j'avais prévu, et qui a des marges brutes, on va les retrouver, je vous fais ça en direct, de plus de 80%. Et qui dépensent énormément en marketing. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont ralentir un petit peu le marketing? Évidemment, d'ailleurs, je tiens à le dire, quand ils vont enlever le marketing, tout ma thèse d'investissement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une partie des revenus qui sont récurrents, puisqu'on est sur des business qui ne sont pas un SaaS, mais on n'est pas si loin que ça. Il y a une analogie qui est assez connue sur des business comme IMSS ou comme LifeMD, c'est entre guillemets la santé par abonnement, ou le Netflix ou le SaaS de la santé, tout simplement. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos d'analyse complète. Ces entreprises trouvent des clients parce que les entreprises de la santé traditionnelle, ils font pas le travail parfois. Et le client, enfin le patient, quand il a besoin de se soigner, il va chercher une solution qui est nécessaire pour lui parce qu'il a un besoin. Et quand une entreprise répond à un besoin, on a de la croissance et on a des parts de marché qui sont éprises et aussi des nouveaux marchés qui sont créés. Donc pour conclure sur cette vidéo, je n'achète pas à 12,85 $. Si l'entreprise revenait à baisser fortement,
pourquoi pas recommencer ma position, mais j'irai quand même doucement parce que comme je vous le disais, je vais contrôler plus de 1130 actions, 1135 précisément, puisque je compte exercer toutes mes options. Et les échéances arrivent quand même bientôt, hein, le 15 août et le 21 novembre. Donc d'ailleurs, je vais devoir sortir combien 6 x 6, 36, 3600 $. Donc ce sera des beaux mois en termes de cash à investir. Mais c'est pas un souci, je veux contrôler ces actions pour le long terme. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous faites avec vos actions. Est-ce que le titre vous intéresse? Est-ce que vous avez fait vos analyses? Si elles venaient à corriger, est-ce que vous vous positionneriez? Est-ce que votre analyse peut-être est d'ailleurs moins conservatrice ou plus conservatrice que la mienne? Est-ce que vous voyez des points que j'ai manqués? Évidemment, il y a d'autres vidéos à regarder. J'ai pas tout dit dans cette vidéo. Je serais intéressé de savoir ce que vous pensez de ce business. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le premier lien en description vers la page de présentation du programme avec évidemment la formation vidéo, l'accès aussi à mon portefeuille bourse et crypto, les vidéos que je fais chaque semaine, par exemple celle qui est sortie hier, on a remis à jour mes chiffres sur LVMH, sur ELF, sur AMD. On a aussi parlé pas mal de ventes d'options que je fais en ce moment parce que vu que les marchés se sont pas mal appréciés, je fais travailler mon cash avec des options. Donc voilà, premier lien en description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. J'espère que la vidéo sur l'AFMD vous aura intéressé. Je trouvais ça assez pertinent de revenir dessus et de préciser que je ne vends pas parce que je comprends l'euphorie autour du titre en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.